septembre 2009, un convoi de 3 pick-up conduits par le colonel Claude Kivy a été aperçu à Goza et ces éléments ont tiré sur un petit qui s'appelle Boubacar. Et ce petit a rendu l'âme sur le champ. Et lorsque le nommé Mamadou Alimou Ba, qui vient de s'expliquer tout de suite devant le tribunal criminel, a voulu sauver le petit pour l'amener à l'hôpital, lui également a reçu une balle sur le pied gauche. Et ce qui fait qu'il a été évacué à l'hôpital national de Dakar pour être suivi par les médecins. Donc vous pensez que non seulement le 28 septembre, selon vous, Claude Kivy a participé au massacre, mais bien avant aussi les autres qui ont suivi, il s'est rendu coupable de pillage. Le 28 septembre 2009, le colonel Claude Kivy et ses éléments ont été aperçus à l'intérieur du stade du 28 septembre, où ils ont effectué des tirs, ils ont massacré la population avant de se retourner dans les quartiers de Hamdallah, de Bambetou, Koloma, Koza, ainsi de suite, pour non seulement traquer les jeunes dans ces quartiers pour les tirer, mais également piller les boutiques et magasins, kiosques et les domiciles privés. Mais la défense de Claude Kivy signe et persiste que le 28 septembre, son client, dont je parle de la défense, son client n'était pas à Conakry, il était à Manéa. Elle dit même qu'elle est en mesure de vous apporter cette preuve. C'est de bonnes guerres. La défense cherche à défendre son client comme des beaux diables, mais ils ne vont pas réussir dans la mesure où beaucoup de parties civiles ont affirmé que le colonel Claude Kivy a été vu non seulement au pont de Madina, où il a tiré sur des véhicules de la Croix-Rouge, il a fait des ordres de blessés, il a fait azémier, ils ont donné des coups à ses gens, il s'est opposé à ce que ces blessés soient acheminés dans les hôpitaux, et beaucoup de partis civils l'ont aperçu à l'intérieur du stade du 28 septembre, où lui et ses éléments ont effectué des tirs, ont massacré la population, et il a été également aperçu dans les quartiers de Hamdallah, que je viens de citer, de Hamdallah jusqu'à Koza, où ils ont effectué beaucoup d'opérations. Donc c'est concret, ce n'est pas du mensonge. Bon, écoutez, on va le dire, si vous voulez, cette énième accusation à la part d'une partie civile, l'accueillons à bras ouverts parce que nous sommes désormais habitués à ces accusations qui, lorsque vous prenez souvent les procès-verbaux, vous les parcourez, vous ne les retrouvez nulle part, mais c'est seulement devant ce tribunal, à la barre de ce tribunal, que les parties civiles ont pris pour habitude de venir, si vous voulez, colmater toutes sortes d'arguments pour venir accuser, chercher à faire, si vous voulez, tremper nos clients dans des faits qui ne leur ressemblent pas du tout. Et voilà, c'est la énième fois, ce n'est pas la première fois, donc nous sommes habitués à cela. Et nous faisons de notre mieux pour démonter tout ce qui a été construit sur le sable mouvant. Parce que pour nous, je l'ai d'ailleurs démontré dans la salle que cette prétendue victime de comparer en ce moment même est en train de dire que des contre-vérités, parce que vous l'avez constaté, il a produit un certificat médical. Dans ce certificat médical, il est clairement indiqué qu'il a été reçu à l'hôpital d'Oka le 28 septembre 2009. Et lui, son récit porterait sur des faits qui se sont déroulés le 29 septembre à Koza. Donc, qui n'ont rien à voir avec les événements du 28 septembre. Donc, ma question était de savoir comment est-ce qu'il a pu, étant à l'hôpital le 28 septembre, reçu une balle le 29 à un autre endroit, qui n'est pas à l'hôpital. Alors, pour nous, c'est une contre-vérité qui est patente, qui est d'ailleurs très très flagrante, et il fallait attirer l'attention du tribunal sur ce fait. De toutes les façons, l'appréciation appartiendra au tribunal. Et
puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en matière criminelle. Et d'ailleurs, la plupart des certificats médicaux qui sont versés au dossier ne relèvent nullement, disons, si vous voulez, le temps d'ITCC, d'incapacité temporelle que les parties, les victimes ont enregistré à travers leurs blessures ou à travers ce qu'ils ont vécu pendant les événements du 26 septembre. Alors, la plupart de ces procès-verbaux peuvent valablement être remis en cause et voilà, c'est le risque que les parties civiles naturellement encourent dans cette procédure. Il y a aussi des versions est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il est dans la nasse, votre client? Mon client n'est nullement dans la nasse. Mon client est tout à fait serein face à ces accusations qui ne le surprennent guère et qui ne le débranlent pas du tout parce qu'il est formel là-dessus. Vous voyez, ceux qui accusent ne sont pas du tout concrets. C'est des personnes qui ont été, si vous voulez, préparées dans l'ombre pour venir accuser. Pourquoi? Comment est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui déclare avoir vécu ces événements-là le 29 septembre produise un certificat médical qui atteste qu'il était à l'hôpital le 28 septembre? Donc c'est la question fondamentale. Et mieux que ça, lui-même, il dit qu'il n'a pas vu mon client avec une arme. Donc s'il a reçu une balle, ça veut dire que ça ne venait pas de mon client. Parce qu'il ne l'a pas vu brandir une arme ou bien tirer sur quoi que ce soit. Il dit qu'il l'a vu assis dans un véhicule et qu'il ne tenait aucune arme. Donc pour nous, mon client n'est nullement dans la nasse, il n'est nullement compromis à travers les récits de cette victime. Mais sauf que selon l'un des avocats des parties civiles, votre client n'avait pas sa raison d'être là-bas en tant que verrou. Ah, ce n'est pas à lui de... Je pense que nous allons y revenir tout à l'heure dans la salle, puisque nous avons une seconde round, bien entendu. Hein. On a un second round qui va se dérouler tout à l'heure. Et nous allons répondre à cela et démontrer que notre client, malgré que nous ne soyons pas convaincus que ce soit lui qui était sur les lieux, mais en tenant compte du statut qu'il occupait à l'époque, notamment la lutte contre le grand banditisme, donc il pouvait, avec ces éléments, patrouiller, il pouvait faire des patrouilles sur tout Conakry, l'ensemble du Grand Conakry. Donc, dire qu'il ne devait pas être à cet endroit relève du fantasme, relève tout simplement de l'imaginaire de cet endroit. Ce n'est pas lui qui était chargé de lutter contre le banditisme, c'était le colonel Keboro. Lui était ministre de la sécurité présidentielle. Justement, il était ministre de la sécurité présidentielle, je suis d'accord, mais il exécutait les mêmes tâches, quelque part, avec le colonel Keboro. Parce que vous avez dans le dossier une lettre-réponse, d'accord, des autorités de Mania qui ont confirmé la présence de notre client. Et notre client, à son passage ici à cette barre, a déclaré qu'il était souvent amené à traquer, d'accord, des militaires déserteurs, certains qui avaient des armes et qui en faisaient usage contraire dans les quartiers. Donc, il pouvait patrouiller, naturellement. Il avait des missions de ce genre que le président de la République lui avait confiées, parce que contre des militaires qui avaient des armes, il fallait d'autres militaires beaucoup plus formés qui puissent les traquer. Donc, cela ne relevait pas du tout du colonel Keboro. C'est lui qui devait faire ces missions. Mais à cet instant précis, aux déclarations faites par le Écoutez, nous ne sommes même pas d'accord avec sa présence à cet endroit. Du moment où la personne qui l'accuse avoir été à cet endroit, cette personne, dans son certificat médical, il a indiqué qu'il était à l'hôpital le 28 septembre. Donc comment est-ce qu'il pouvait être à l'hôpital le 28 septembre et le 29 septembre recevoir une balle à cet endroit? C'est la question que l'on se pose. Merci. Je vous remercie.